You mes grenouilles, c'est Vincent, de retour pour une nouvelle semaine parfumée. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous allez bien. Moi ça va, malgré le temps orageux, grêleux, pluvieux qu'il y a à Bourges, mais pourtant il y a 23 degrés. Alors, je pars bientôt en vacances, d'ici 2 semaines, à partir du 28, d'ici 3 semaines plutôt. Et alors j'ai décidé de faire une vidéo assez imposante aujourd'hui. Après, la semaine prochaine, je vous ferai ma vidéo, ma garde-robe parfumée pour mes vacances, sachant que je vais à la frontière espagnole, qui fera assez chaud, alors je prendrai des choses légères, mais ça vous verrez la semaine prochaine. Et aujourd'hui, un sujet qui me tenait à cœur, pour moi ayant travaillé en parfumerie, c'est les parfums disparus. Est-ce des flops olfactifs ou des flops marketing? Je vais vous parler des parfums entre 80 et 2000, et entre les années 80 et les années 2000, qui soient masculins ou féminins. Alors là d'abord, je commençais par les parfums féminins des années 80-90, après les féminins 90-2000, et après les masculins 80-90 et 90-2000. Allez, prenez-vous un petit casse-croûte, parce que vu l'heure, c'est l'heure du petit-déj, un café, quelque chose à boire ou un thé. Cette vidéo, je vous promets, va être longue et conséquente. Allez, go, c'est parti. Le marché du parfum est impitoyable. Après quelques mois de commercialisation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si une nouveauté n'est pas dans les 30 premières ventes, elle n'est pas considérée comme un succès, donc un échec. Suivant les moyens mis en œuvre pour soutenir le lancement, campagne publicitaire, animation sur point de vente, échantillons, et les objectifs visés, être dans le top 10 après 6 mois de vente, les résultats sont jugés plus ou moins sévèrement. Et si une nouvelle campagne ou le lancement d'une édition spéciale ne parvient toujours pas à faire décoller les ventes insuffisantes, la référence est supprimée, car pas assez rentable. Il semblerait qu'en ce moment, certaines marques utilisent à nouveau ces disparus. Ça c'est vrai parce que je connais une amie qui s'appelle Anne, qui était avant commerciale chez Dior, et qui maintenant est directrice d'une parfumerie à Bourges. Et lors d'une soirée VIP qu'elle avait faite, elle nous disait que la grande mode, les jeunes maintenant, ils ne veulent plus sentir comme les autres, tout le temps La Vie est belle, La Petite Robe Noire, Chloé, tous les parfums qui sentent très bien. Et ben, les jeunes ont décidé de se lancer dans le parfum vintage. Et elle nous disait qu'à Paris, la grande mode, c'était que les jeunes se mettent des très vieux parfums, comme le parfum Miss Dior, l'original, qui a 71 ans. Il semblerait qu'en ce moment, certaines marques utilisent à nouveau ces disparus, comme je vous disais, pour surfer sur la vague vintage et rééditent des vieux parfums oubliés, pas forcément disparus par manque de qualité, mais tout simplement parce qu'ils étaient passés de mode. Ils se retrouvent aujourd'hui, tout leur éclat, après un léger lifting marketing ou olfactif, comme c'est le cas pour Piguet avec Visa, Cravache ou Cuir de Russie, Givenchy avec l'interdit ou le D, ou encore Lancôme avec Cuir, Magie et Magie Noire. Pourquoi un parfum ne marche-t-il pas? Qu'est-ce qui fait qu'il ne trouve pas son public? Est-ce que c'est à cause de son odeur, de la publicité, du mix marketing qui n'est pas cohérent, ou simplement parce qu'il ne sort pas au bon moment? Faut-il supprimer un parfum sous prétexte qu'il ne plaît pas au plus grand nombre? Les raisons d'un flop sont complexes, parfois évidentes, parfois ne tenant qu'à un fil. Certaines marques, comme Diptyque, maintiennent par choix des références qui ne se vendent presque pas, par respect pour leurs adeptes. Il faut dire que Diptyque aussi, ils ont très peu de choix, et c'est surtout des parfums de niche. On ne les trouve pas souvent, style à Marionneau, Sephora, Nocibé, mais il faut vraiment aller dans les magasins spéciaux. D'autres, comme Hugo Boss ou Lacoste, renouvellent sans cesse les variantes sans se soucier de ceux qu'ils avaient adoptés. Il faut dire que oui, Hugo Boss, Lacoste font souvent ce qu'on appelle des flanques. Ils ont déjà la pub, ils ont déjà la base, et rajoutent quelques ingrédients. Ben voilà, le flacon est fait, la base, ils rajoutent quelques huiles essentielles, quelques arômes, et le nouveau parfum est fait. Je vais citer exemple la vie est belle, la du trésor, aussi la petite robe noire, la du trésor, oui, je vous l'ai dit, la vie est belle, la petite robe noire, et toutes ces déclinaisons, ce qu'on appelle nous en parfumerie les flanques. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici un petit panorama parfumé des parfums qui ont disparu des magasins depuis une petite vingtaine d'années. Et je vais vous rappeler, et je vais vous dire s'ils me rappellent quelque chose. Alors le premier, c'est Nombre Noir de Shiseido.
Alors celui-là, pour moi, il a une histoire. Mémoire olfactive, comme je vous ai dit la semaine dernière. En fait, celui-là, c'est ma maîtresse d'école en maternelle qui le mettait, qui s'appelle Madame Carrette. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, j'espère qu'elle regarde cette vidéo, je ne sais jamais. Et en fait, le mercredi, ma maman, elle travaillait. Alors le mercredi après-midi, c'était ma maîtresse qui me gardait moi et mes sœurs avec qui j'ai 7 ans d'écart. Et elles étaient en CM2, moi j'étais en maternelle. Et tout le temps, ma maîtresse mettait ce parfum, je le sentais et je voyais toujours l'écrin et le flacon qui était pour moi tel un bijou dans sa salle de bain. Et j'étais émerveillé. Et je pense que c'était l'une de mes premières sensations olfactives. J'avais l'âge de 4 ans, 5 ans, et il faut dire que ça m'avait marqué. Alors, Nombre Noir de Shiseido est sorti en 1982. Il a été créé par Jean-Yves Leroy. C'était un oriental boisé fleuri, avec en note de tête des aldéhydes. Je vous avais expliqué ce que c'était les aldéhydes. C'est un accord floral synthétique qui rappelle le métal, le linge frais, de la bergamote, du bois de palissandre et de la coriandre. En note de cœur, de la rose de Damas, de l'osmanthus. L'osmanthus, je vous ai déjà parlé, mais je vais vous faire une piqûre de rappel. C'est une fleur jaune ou blanche qui pousse sur les pimentiers, un arbre à piment, et qui a une légère odeur abricotée. Du jasmin, de la racine d'iris, de l'ilang-ilang, du muguet, du géranium, de l'œillet, et en fond du benjoin, de la fève tonka, de l'ambre, du musc, du miel et du santal. Alors, Nombre Noir est le premier parfum développé sous la direction artistique de Lutens. Alors fraîchement arrivé chez Shiseido. J'ai eu la chance de le sentir. Comme je vous ai expliqué, ma maîtresse, mémoire olfactive, ça a été un bijou. Dès que je sentais cette odeur, je me revoyais partir en Orient. Ce parfum a aujourd'hui un statut de parfum culte et semble avoir laissé des fans désespérés derrière lui. Et c'est vrai. Alors je prie Serge Lutens et la maison Shiseido, vous ne pourrez pas le recréer s'il vous plaît. Le deuxième parfum, mémoire olfactive toujours, c'est le C'est la vie de Christian Lacroix. De toute façon, tous les parfums que je vous parle, je vous mettrai des incrustations de photos à la fin de la vidéo. C'est le C'est la vie de Christian Lacroix. C'est le premier parfum de Christian Lacroix. Et ça me rappelle ma soeur Nathalie. Il faut savoir qu'avec ma soeur Nathalie, on a 15 ans d'écart. Moi, je suis le petit dernier. Ma soeur Nathalie va avoir 51 ans au mois d'août. Alors, ça fait qu'elle est partie très tôt de la maison. Elle est partie quand moi, j'avais 4 ans. Alors, c'était en 86. Et ce parfum est parti en 90. Et alors, quand elle revenait à la maison, et qu'elle mettait ce parfum, je sentais tout de suite, dès que je sentais c'était flûte, ce sillage, je me suis dit, ah, Nathalie est par là. Et pareil, ça me rappelle des bons souvenirs, quand elle m'amenait me balader, qu'elle m'amenait pour la première fois au restaurant chinois, au cirque. Et pareil, elle avait toujours le flacon chez elle, sur sa coiffeuse en exposition. Il faut dire que le flacon était un peu très design et peut-être un peu dérangeant pour certains. Alors ce parfum était un oriental floral avec en tête des aldéhydes de l'ananas, en cœur de l'œillet, de la tubéreuse, de l'iris, du bois de santal et de la fleur d'oranger, et en fond de l'ambre, du patchouli, de la vanille, du cèdre et de la bergamote. Alors ce premier parfum de Christian Lacroix, je me rappelle, le flacon il représentait un cœur, mais un cœur dans le sens anatomique, avec le bouchon qui représentait les artères en rouge. Peut-être est-ce l'aspect trop organique de ce design qui n'attira pas le public escompté. Toujours est-il que ce bouquet de fleurs, fleurs d'oranger, osmanthus, seringa, jasmin, tubéreuse, ylang-ylang, épicé boisé vanillé, ne resta pas longtemps sur le marché. Alors le Kashaya de Kenzo, qui est sorti en 93 et qui a été créé par Sophia Grojman, qui est un oriental floral. Alors moi, je l'ai senti vite fait quand je commençais à traîner dans les parfumeries, à me promener dans les parfumeries. Alors, moi, c'est la pub qui me marquait. Vous vous souvenez certainement de cette pub, où vous avez deux femmes, deux mains de femmes liées par un cordon vert sur un fond vert avec un flacon en forme de goutte. Là, c'est ça, caché avec Kenzo. Vous rappelez-vous de la campagne publicitaire où on voyait des mains de femmes liées par une liette verte et le message incompréhensible, si on en croit l'insuccès de Kashaya, qui n'innovait pas non plus du côté olfactif, un floral fruité vanillé avec du musc et des agrumes, rien de bien original.
Bien dans l'air du temps, des années 90, gentillet, mais loin des chefs-d'œuvre de Sofia Grosjean. Pas franchement raté, mais rien n'était là pour rattraper un manque flagrant de cohérence, d'unité et d'évidence. C'était un parfum oriental floral, avec un note de tête de l'ananas, de l'abricot, de la mandarine, de la pêche, de la jacinthe, de la bergamote et de l'anis. Un note de cœur, de l'œillet, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger, du lys, de l'orchidée, du jasmin, de l'ylang-ylang, de la rose et de la narcisse. Et en fond, vous aviez du bois de santal, de l'ambre, du musc, du benjoin, du cèdre et de la vanille. Bien sûr, comme je vous ai dit, je vous mettrai la photo du flacon à la fin de la vidéo. Je ferai une petite incrustation. Nous sommes déjà au 4e parfum. Alors c'est Chloé Innocence. Alors le nez était Nathalie Lorson. Il a été sorti en 1996 et c'était du temps où Karl Lagerfeld était directeur artistique chez Chloé. Je connais beaucoup de nostalgiques des jeunes filles de ce parfum. Il a été supprimé il y a quelques années. Un très bel accord floral printanier, de mimosa, chèvrefeuille, rose, violette, iris, avec un départ vert et aqueux. Un fond boisé, musqué, poudré, doux comme du coton et du talc. À quand sa réédition? Ah, ben ça faut demander à la maison Chloé, hein. Alors c'est un floral vert poudré, avec en tête vous avez de la bergamote et de la jacinthe d'eau. En cœur du jasmin, de la violette, du chèvrefeuille, de la rose et du mimosa. Et en fond de l'iris, du cèdre, du vétiver et du musc. Maintenant, nous allons parler d'un parfum où il y a eu 3 déclinaisons, une pour femmes et 2 pour hommes. Le premier pour femmes a été très connu, très porté, c'était le Kenzo Jungle, l'éléphant. Mais moi, je vous parlais du tigre qui a été discontinué parce que l'éléphant, il existe encore. Et c'était un souvenir olfactif parce que c'est un des premiers parfums que je m'étais offert avec mon propre argent, mon argent de poche. Alors c'était un oriental épicé, avec en tête vous avez du kumquat, la tangerine et l'orange. Les 3 sont des agrumes, c'est des hespéridés dans le terme de la parfumerie. En cœur vous aviez de l'osmanthus et de l'ylang-ylang. Et en fond de l'ambre et de la cannelle. Alors le Kenzo Jungle, le tigre, il est sorti un an après le lancement de Kenzo Jungle éléphant et son bouquet épicé oriental et boisé. Il semble que Kenzo ait voulu proposer une version allégée avec moins d'épices et plus de fleurs. Le résultat, d'après mes souvenirs, était un accord floral lourd, mais qui pour moi n'était pas écœurant, m'évoquait une odeur de pâtisserie, bien que moins épicée que l'éléphant, mais pas moins sucré et alimentaire. Il faut dire que la cannelle et les fruits en note de tête, le kumquat, l'orange, la tangerine, faisaient beaucoup alimentaire, faisaient beaucoup pâtisserie, bonbons. À comparer de l'éléphant qui était très opulent, qui est encore, et qui avait une note très forte de cannelle et d'anis. Ah, un autre de mes chouchous, qui me manque, que j'ai porté aussi. Celui-là, on me l'avait offert, parce que c'était à l'époque où je travaillais au Galeries Lafayette à Clermont-Ferrand. C'était le feu d'Issey-Miyake. Alors c'était un oriental boisé épicé. Le feu d'Issey fut pour moi un véritable choc olfactif, du jamais senti nulle part, une véritable création originale, innovante, surprenante et donc très polarisante, au point qu'il fut retiré du marché après quelques années de vente trop insuffisant. Imaginez du lait chaud dans lequel on aurait infusé des pétales de rose, de lys, des grains de coriandre et du poivre, et quelques copeaux de bois de gaillac. Voilà ce qui m'évoquait. Le feu, et je conçois parfaitement que la majorité des femmes ne rêvaient pas forcément de se parfumer avec ce genre de mélange. Peut-être lancé trop tôt, pas par la bonne marque, les adeptes de l'Odyssée n'étaient pas vraiment les plus light, les plus disposés à apprécier le feu. Pas avec la bonne communication, le bon nom. Une version le feu light, toujours sur le marché, a été lancée en 2000, mais là il a été arrêté, reprenant l'accord floral, rose, pivoine et gardénia, mais sans le lait chaud et avec un départ frais de bergamote, joli, délicat, et moins bien unique, captivant et moins charnel que son prédécesseur. Alors, en note de tête, vous aviez de l'acajou, de la coriandre, de l'anis, de la noix de coco, de la bergamote, de la rose bulgare. En cœur, vous avez du
Epinopsis bulbosa, alors qu'il y a une fleur jaune australienne qui est de la famille des liliacées. Je vous mettrai une photo de cette fleur. Du jasmin, du lait, du caramel, de la rose et du poivre de Sichuan. En fond, du bois de santal, du musc, de la vanille, de l'ambre blanche, du bois de gaillac et du sel. Et cet accord laiteux me rappelle un parfum qui vient de sortir dernièrement, qui est le Yes I Am de Cacharel, où on retrouve cette note laiteuse et épicée. Allez, les années 90 c'est fini, 90 c'est fini, maintenant on passe au féminin des années 2000. Alors voilà, mémoire olfactive encore, Mahora de Guerlain, c'était mon premier, parce qu'il est sorti en 2000, et c'était la première année que je travaillais en parfumerie. Et je travaillais en parfumerie pour les boulots d'été, de vacances, le week-end. Et c'était un oriental floral, avec en tête de l'orange, des notes vertes et de la fleur d'amandier. En cœur de la tubéreuse, du jasmin, du néroli et de l'ylang-ylang, qui faisait un côté très solaire. Et en fond, du santal, du vétiver et de la vanille. Alors, Mahora, inspiré du nom, il a été créé par Guerlain, bien sûr Mahora de Guerlain, et le nez était Jean-Paul Guerlain. Mahora, inspiré du nom de Mayotte ou Maoré en dialecte local, fut un Guerlain qui ne fit pas long feu. Composé autour de la fleur d'ylang-ylang, Guerlain avait ses propres cultures à Mayotte. Justement fatigué, du frangipanier, justement, Mayotte, attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Mahora, inspiré du nom de Mayotte ou Maoré en dialecte local, fut un Guerlain qui n'a pas fait long feu. Composé autour de la fleur d'ylang-ylang, dont Guerlain avait ses propres cultures à Mayotte, justement, du frangipanier, de la tubéreuse, du néroli, avec beaucoup de vanille et du santal. Mahora est dans mes souvenirs un floral fruité, opulent et sucré, et sans trop grand intérêt. Mais le pire était quand même le flacon, une aberration du design contemporain, au même niveau que la publicité, insipide et ambiguë aux antipodes de l'univers de Guerlain. Résultat, un flop commercial qui a dû faire prendre beaucoup d'argent à la société, perdre beaucoup d'argent à la société. Mais devinez qui eut la bonne idée de faire Guerlain, tout en transparence et sans le moindre scrupule. La marque a recyclé Mahora sous le nom Mayotte dans la collection Les Parisiennes, vendue en boutique Guerlain à prix très haut de gamme dans les flacons abeilles, ou comment récupérer un vieux flop en l'incorporant dans une nouvelle série exclusive comme un parfum vintage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mahora a été le dernier grand parfum Guerlain féminin signé par Jean-Paul Guerlain, qui se consacra ensuite aux collections plus intimistes de la maison Guerlain, aux flanqueurs et aux autres éditions exclusives, et après Corion Lent, que je vous parlais tout à l'heure, également un flop masculin sorti en 98 et supprimé. Depuis, il était temps de passer la relève à Thierry Vasseur. Oblique de Givenchy, que j'ai porté aussi, était un parfum mixte floral fruité. Alors il y en avait trois, il y avait Fast Forward, Play et Rewind. Moi je portais le Play, qui est un parfum mixte floral fruité. Alors avec Oblique de Givenchy, en tête vous avez de la bergamote, du gardénia et du citron. En cœur, du poivre blanc, de la rose et du praliné. Et en fond, du bois de santal et du musc blanc. Je ne m'étendrai pas sur les trois parfums mêmes, dont je n'ai honnêtement pas beaucoup de souvenirs, à part le premier, Fast Forward, un citron meringué, un oriental fruité. Mais qu'avait donc Givenchy en tête en lançant une gamme futuriste, avec un concept également énigmatique, axé sur la technologie et l'innovation? Le flacon était en forme de galet cosmique. C'est sûrement l'effet nouveau millénaire qui trottait un peu trop dans la tête des chefs de produits et la gamme serait appelé Givenchy 2000, qui n'aurait presque pas été plus ridicule. Alors c'était le Oblique de Givenchy. Murmure de Van Cleef & Arpels, créé en 2002 par Jacques Cavalier et Albert Morillas. Celui-là, je l'ai senti très peu parce que vite arrêté en parfumerie. Un jasmin naturel, un chèvrefeuille mielé, un mimosa poudré, une mandarine pétillante et un musc doux, propre comme un savon. Rien de désagréable dans ce floral sophistiqué, chic
et très féminin, sauf qu'il ressemblait beaucoup au organza de Givenchy. Il n'a cependant pas pu séduire un nombre suffisant de femmes pas assez attirées par ce murmure décidément trop discret. Alors c'est un floral avec en noix de tête de la mandarine, du frésia et de la rose blanche. En cœur, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger, du lys, du jasmin et de la cannelle. Et en fond, de la vanille, du cèdre et du bois de palissandre du Brésil. Alors après, un parfum que j'ai porté, qui est sorti en 2002, et qui a été fait par Christine Nagel, qui était de chez Givenchy, la même nez qui avait fait le Oblique, c'est l'Autori de Givenchy. Et c'était un parfum mixte. Et c'était un espérité aromatique. Enfin, je dis mixte, mais il était plus considéré pour un parfum pour femmes. Mais les hommes pouvaient très bien le porter. Comme vous savez, pour moi, il n'y a pas de parfum homme et pas de parfum femme. Il n'y a pas de parfum d'été, pas de parfum d'hiver. Amusez-vous avec les parfums, c'est ma devise. Alors en tête, vous avez de la mandarine, de la pêche, de la bergamote et du citron. En cœur, du sureau noir, du bambou et du jasmin. Et en fond, du bois de santal et encore du jasmin. Le concept de l'autoride était de retranscrire le feu sous la glace. Un contraste chaud-froid qui était bientôt 1, 2, 3, qui a été plutôt bien illustré par un accord très pétillant de pamplemousse, mandarine, orange, un cœur fruité et juteux, pêche et poire, superposé avec de la fleur d'oranger opulente et un fond musqué, boisé, propre et crémeux. Une communication simple et moderne avec la belle loudoyon, plutôt feu que glace, qui était l'égérie. Un flacon minimaliste, sobre, un parfum frais, féminin, masculin et pas ennuyeux, mais qu'est-ce qui clochait au juste, et c'est vrai que c'était un parfum merveilleux, et pourquoi ils l'ont enlevé, je sais pas. Alors, Gloria de Cacharel, celui-là, je me rappelle parce que je l'ai porté, mémoire actif au lycée, et c'était l'année où je passais mon bac, c'était en 2002. Alors, Gloria hurlait Patti Smith sur le tube de Van Morrison dans la pub ce nouveau Cacharel en 2002. Et il a été sorti en 2002 et il a été créé par Olivier Cresp, à qui on doit bien sûr le Angel. Gloria hurlait Patti Smith sur le tube de Van Morrison dans la pub Cacharel en 2002. Cela sonnait plutôt sexe, drogue et rock'n'roll, totalement glamour, sexy, et étant donné le flop retentissant de ce lancement, il ne m'a pas semblé tomber au bon moment. Un poil trop en avance, dommage, Gloria n'était pas certes facile à porter, mais il avait de l'audace et de l'impertinence avec son personnage imaginaire, éponyme, sorte de rockstar noctambule, nonchalante, un brin provocante. Gloria était construit autour de l'idée de l'amaretto, la liqueur italienne au délicieux goût d'amande amère, associée à un accord laiteux, chaud, de riz au lait, de vanille très gourmand, limite écœurant, qui se plongeait sur un fond oriental boisé, avec du santal, faisant écho au cœur par sa facette chaude et lactée. J'aimais bien porter Gloria de temps en temps, et même tout le temps, et surtout le soir, quand j'allais en boîte. J'avais envie de me sentir dans la peau d'un groupie, d'un fan sexy et aguicheur, tout droit sorti d'un backstage T16. Alors, c'était un oriental boisé. En tête, vous aviez de l'ambre, de l'amaretto, comme je vous ai dit, c'est de la liqueur d'amande, de l'hibiscus et de la rose de Bulgarie, en cœur du poivre blanc, de l'ambre, de la vanille et des fleurs blanches, en fond de la fève tonka, de l'amande, de la cerise, du cèdre et du styrax. Alors le styrax, je vais vous le mettre en photo aussi. Le styrax est un arbre et un arbuste d'Extrême-Orient. On utilisait la sève pour faire le parfum, qu'on laissait sécher et qu'on appelait baume de styrax. Et le dernier parfum des années 2000, pour femmes, après on va passer à la partie homme, est le Barbara Buis. Je ne l'ai jamais porté et je ne l'ai jamais senti, bizarrement. Parce que à cette époque, j'ai été encore en cours et j'avais arrêté un peu la parfumerie. C'était un oriental boisé. Je vous mettrai le flacon en photo pareil. Il s'appelait Barbara Buis, le parfum. Et c'est le premier parfum de la créatrice chic et fut également le dernier. Il a été créé par Anne Filippo en 2004. C'était un oriental boisé ambré, aux effluves de cèdre, d'encens, de vanille, de musc et d'épices. Tout à fait dans l'esprit
des vêtements de la créatrice, élégants, sauf féminins, avec un soupçon de sensualité. Mais les ventes ne furent pas au rendez-vous. Marque pas assez connue, pas assez de pub, pas assez différent, il renaîtra peut-être un beau jour, recyclé sous le nom d'un nouveau créateur ou d'une actrice, et connaîtra, qui sait, plus de succès. Alors c'était un oriental boisé, alors en note j'ai trouvé que de l'ambre, du musc, de notes boisées et de l'encens. Maintenant nous allons passer au masculin des années 90 à 2000. Alors le premier, alors là pour moi ça c'est un grand souvenir, mémoire olfactif, mon papa le portait. C'était Globe de Rochas, qui a été créé par le célèbre né Jean-Claude Ellena en 1990. Et oui, Jean-Claude Ellena a vu certains de ses parfums retirés du marché. Ceci dit, Globe n'est pas proprement dit un flop. Il reste de nombreuses années un relatif succès, mais plus assez les derniers temps pour que Rochas le maintienne en vente. Un fougère dans un style bien en vogue au début des années 90, avec des notes de mandarine, de basilic et de rhubarbe, un fond boisé ambré avec du vétiver. Alors c'était un parfum de la famille cuir, floral, épicé, chaud, avec en note de tête de l'armoise, du carvi, de la coriandre, de la bergamote et du citron. En cœur, vous aviez de l'œillet, du jasmin, encore du carvi, du muguet, de la rose et du géranium. Et en fond, du cyste, du cuir, du santal, du patchouli, du musc, du vétiver et du cèdre. Alors le carvi est aussi appelé cumin des prés, je vous mettrai une photo, et c'est une plante herbacée. Et l'armoise est une plante herbacée de la famille des astéracées et qui a une odeur de citronnelle. Parfait pour les bons pères de famille à l'approche de la quarantaine épanouie, qui après cette parfumée sentait bon le papa à tout propre, rasé de près. C'est le parfum de mon papa, et oui, comme je vous disais. Il n'était pas raté, mais il a juste fait son temps, un peu dépassé par d'autres nouveautés de plus en plus au goût du jour. Le deuxième parfum masculin, flop olfactif ou flop commercial, le Coriolan de Guerlain, l'équivalent féminin du Mahora, que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors c'était un boisé chypré avec en tête du citron, de la sauge, du néroli, du petit grain et de la bergamote, en cœur de la muscade, de fenouil, de la coriandre, et en fond du cuir, du patchouli, du benjoin et de la mousse de chêne. Coriolan est le dernier masculin grand public créé par Jean-Paul Guerlain, mais après un succès insuffisant, il a été retiré du marché en 2003. Il a duré 5 ans, ce parfum. Rien ne doit être plus difficile que de réinventer la masculinité selon Guerlain. Alors que la marque n'était pas vraiment à son apogée et que le dernier masculin, héritage daté de 92, la direction choisie fut un certain classicisme avec un accord chypré épicé, boisé, à peine modernisé par quelques notes d'agrumes et de gingembre, d'anis et de genièvre, et plutôt à contre-courant des aromatiques aquatiques lancés à profusion à cette époque. Entre les jeunes qui trouvèrent démodés et poussiéreux, les fidèles de Guerlain qui le jugèrent trop moderne, et les autres qui ne prirent pas le temps de le découvrir sur juste valeur, Coriolan fut un flop commercial. C'est dommage car c'est un parfum qui évolue de manière intéressante au cours du temps. Après un départ hespéridé, qui peut paraître agressif, il développe un accord épicé, boisé, chypré, très raffiné, complexe et qualitatif. Ensuite, en 1999, est sorti Nemo de Cacharel, créé par Jean-Pierre Béouard. Alors celui-là, vous avez dû le connaître, c'était le penchant féminin de Noah. Noah, le parfum, la boule de Cacharel, avec la boule transparente avec la petite perle intérieure. Et 3 ans après, ils ont sorti Nemo, qui était un Y, le flacon, et un homme style amérindien, avec les cheveux longs, sur un fond vert. Alors, Nemo a été créé en 1999 par Jean-Pierre Béouard. Nemo avait tout pour lui, un nom facile à retenir, Nemo, un jus excellent. Mais il a apparemment souffert d'un flacon bizarre, surtout d'une pub totalement hermétique à toute personne travaillant pas au marketing de Cacharel. Un jeune homme aux cheveux longs noirs vole le flacon de Nemo en forme de Y, un bâton de sourcier, dans un musée. Puis le tient en lévitation dans sa main
passe devant des peintures rupestres, arrive dans une ville où une jeune femme se met à danser pieds nus. Sur son passage, un cheval arrive au galop, un enfant lui sourit et dépose enfin le flacon sur un piédestal sous une voix chaude qui susurre Nemo, le parfum témoin de Cacharel. Bref, avec un tel millimélo marketing, difficile de se reconnaître dans le concept et d'aller donc spontanément sentir Nemo dans une parfumerie. Visant vraiment dommage, c'est un magnifique boisé sensuel avec notes d'encens et de cardamome sur une base de tête puissant. Alors en note de tête, vous aviez du musc, de la lavande, du bétel. Alors le bétel est une plante grimpante de la famille des poivres, de la cardamome. En cœur, vous avez du cyste. Je vous mettrai en photo aussi, comme le bétel. Le cyste est un arbuste de la famille des cystacées, poussant sur les pourtours méditerranéens. De l'œillet, du jasmin, du carbi, du géranium. Et en fond, du cuir, du patchouli, du cèdre et de la vanille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les parfums qui ont été discontinués, il y avait beaucoup de carvi. Et dernière partie, les masculins des années 2000. Alors là, c'est un qui me manque énormément. Je les ai tous portés. Il y a eu le Rush for Women, le premier, le Rush for Women 2 et le Rush for Women for Men, et qui avait le même flacon, une sorte de cassette VHS, mais lui blanc. Je vous mettrai pareil une vidéo. C'était un boisé épicé. Et c'est le petit copain de Rush, blanc comme neige, n'était pas si pur et angélique que ce qu'il y paraissait. Comme dans le féminin, la sensualité et la fièvre sulfureuse étaient bien là, traduites par un accord boisé épicé. Et c'est la famille boisé épicé. Musqué. Très signé et fort potentiel de séduction, avec un très fort potentiel de séduction. Une tête aromatique de lavande, de cyprès résineux, dominant par un accord boisé très santal, vétiver, encens, genièvre, et basé sur l'oud, matière provenant de la sécrétion d'un arbre en décomposition, avec du fond, pareil, du santal, du patchouli, du musc blanc. Et moi, il faut savoir que je suis un adepte, si vous me connaissez, du bois d'oud. Cet assemblage donnait un effet fumé, sec, presque mystique. C'est pour ça que j'ai adoré, parce qu'il me rappelait l'encens d'église. Un peu enivrant, tout en étant sobre, moderne et ultra chic, flop marketing plus qu'olfactif, ce rush masculin était une perle qui n'a pas trouvé son bon public. Malheureusement. C'est pour moi, c'était un de mes parfums chouchous. Après, nous passons en 2001 avec le thé de Tommy Hilfiger, créé par Annie Buzatian. Alors c'était un aromatique. Vous aviez le thé for girl et le thé qui était pour homme de Tommy Hilfiger. Je l'avais quand je travaillais en parfumerie. On l'avait eu, mais pour moi, il n'avait rien d'exceptionnel. C'était un aromatique, avec un note de la clémentine, du citron vert, une note verte, du pin et du bois blond. Avec thé, Tommy Hilfiger poussait à l'extrême le concept du parfum qui semble propre. Peut-être un peu trop loin. D'ailleurs, si on en juge le résultat, l'inspiration du parfum thé était l'odeur d'un t-shirt blanc qui aurait séché à l'air libre. Ça vous fait penser à rien? Le tout nouveau Yves Saint Laurent qui est sorti en septembre, le Why. Et ben c'était ça. En le sentant, on pouvait même rajouter l'étape du repassage, car la quantité d'aldéhyde présent évoquait l'odeur d'un fer chaud et même l'atmosphère métallique, et aseptisé d'un pressing. Quelques notes citronnées, boisées, aqueuses et vertes venaient renforcer cette impression de lessive et de propreté industrielle. Assez éloigné pour ma part de l'image sexy clean que la marque voulait inventer. Vous sentez le Why de Yves Saint Laurent, qui est pourtant une des nouveautés depuis septembre, qui marche très bien. Et ben, il sent exactement comme le thé de Tommy Hilfiger. En 2002, il y avait Mémoire d'homme de Nina Ricci. Mémoire olfactif, stage en parfumerie. Et ça a été créé en 2002 par Christine Nagel. C'était un boisé chypré avec en tête vous avez du pamplemousse et de la réglisse, en cœur de la muscade et du gingembre, en fond de l'ambre, du vétiver et du cèdre. Alors Nina Ricci n'a pas eu beaucoup de succès avec le parfum masculin. Depuis Ricci Club, dans les années 80-90, à quand un Nina pour homme?
Mémoire d'homme était un beau concept, un joli nom, un flacon moyen, un parfum bien raffiné, bien que raffiné sensuel, était un peu trop banal à mon goût. Un boisé aromatique avec des agrumes en tête, des notes épicées de réglisse, de muscade, du poivre, du vétiver, du cèdre, du cuir en fond agréable, mais cela n'a pas été apparemment suffisant. Et le dernier, moi que je n'ai jamais senti, et que je ne peux pas vous en parler, alors je vais vous dire ce qu'ils en disent, qui est le Yohji Yamamoto pour homme. Alors c'est un boisé oriental pour homme, avec en tête du yuzu, de la mandarine, du poivre blanc, de la poire, en cœur de la géranium, de la sauge clarée, du cuir, des notes asiatiques de daim, en fond du vétiver, du cèdre, du bois de santal, de l'ambre, du musc et de l'encens. Alors, Yohji Yamamoto n'est pas le créateur japonais le plus chanceux en matière de parfum. Après un premier lancement qui s'était déjà soldé en échec en 99, Yohji Homme, un fougère épicé, il récidive avec un nouveau parfum masculin en 2004, à côté de ses compatriotes Kenzo, confortablement installés dans les leaders du marché avec Flower by Kenzo, Kenzo Amour, Kenzo pour homme, et Comme des garçons, qui occupent la place de référence incontestée dans une parfumerie de niche. Créative et anticonformiste, la marque peine à trouver sa place. Yohji Yamamoto pour homme se positionne peut-être un peu trop au milieu des deux autres. Pas assez grand public, effectivement, mais trop mass market et pas assez fashion pour entrer dans l'univers des parfums rares. Ce boisé chypré avait pourtant des grandes qualités, un accord sombre, sensuel, avec des facettes de cuir, d'encens, de poivre, de goudron, qui aurait pu tout à fait trouver sa place dans la lignée de Comme des garçons, s'il n'avait pas été présenté, hélas, dans un flacon digne d'un parfum d'Yves Rocher. Désolé, j'ai rien contre Yves Rocher. Voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez un parfum que vous avez eu et qui vous manque, un parfum qui a été discontinué et qui vous manque énormément. Je serai heureux de savoir lequel c'est. Et comme d'habitude, une petite citation pour finir la vidéo. Alors une citation qui est tirée du dictionnaire des proverbes et citations arabes. Donc c'est un proverbe arabe. Et la citation, c'est celui qui offre une rose en garde le parfum sur la main. Sur ce, je vous fais de gros bisous mes grenouilles. Je vous dis que je vous aime. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et si vous voulez recevoir la notification de mes prochaines vidéos, appuyez sur la cloche. Et comme je dis, pas sur moi, mais sur la cloche de notification de YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine parfumée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous mes grenouilles, je vous aime.